Bon les gars, c'est parti pour un tour d'actualité et les marchés qui se reprennent. Bien, le Dow Jones et le SP 500, les indices américains qui sont à la hausse, en hausse de plus de 200 points. Alors que le SP 500 met fin à une série de 6 jours de pertes. Donc aujourd'hui, on redémarre la semaine, on va dire du bon pied. Bon, c'était lundi, là, à l'heure où j'enregistre, on est déjà mardi. Mais voilà, la première journée de la semaine a été bénéfique pour les actions et même les cryptos, hein, on va voir. Tout s'est remis en ordre et donc on va aller voir pourquoi. Donc déjà Wall Street ouvre en hausse avec le rebond de Nvidia. C'est Nvidia qui a entamé le rebond des marchés et qui a poussé les marchés à la hausse. Nvidia qui s'est rapidement repris, hein. Ce qui est normal parce qu'une valeur, une action comme celle-là, ça reste pas longtemps en creux. C'est-à-dire que Nvidia a tellement de potentiel de croissance avec l'intelligence artificielle que les investisseurs ont rapidement acheté la baisse. Donc voilà, dans le sillage de Nvidia, on a Wall Street, toutes les actions en bourse qui se sont remis du bon pied. Et c'est dû à la baisse des tensions entre Israël et l'Iran. Ça s'est un peu calmé là durant ce week-end, finalement. Et donc voilà, on a le prix, l'or là, qui était bien monté, qui a chuté complètement, ou qui a perdu un peu là, suite à la baisse des tensions. Donc ça s'est un peu calmé, et donc les marchés reprennent un peu confiance, parce que les marchés étaient très tendus. On a déjà ces problèmes d'inflation, mais là, voilà, la menace d'une troisième guerre mondiale et voilà, de ces deux pays là où les tensions montaient, voilà, c'est un peu retombé. Donc tant mieux, ça remet les marchés dans le droit chemin. En tout cas, voilà, on a les banques qui conseillent, hein, profiter de la faiblesse de Nvidia pour acheter, conseil Morgan Stanley. Donc pour Nvidia, c'est une opportunité. Nvidia qui a chuté de 10% vendredi. Voilà, on a même Super Micro qui a chuté de 23%, ARM qui a chuté de 16%. Donc là, il y a une grosse opportunité sur les semi-conducteurs. Donc ça, et moi, en tout cas, c'est là où je suis investi. Il y a eu l'ère Internet des années 2000, avec l'explosion, les GAFAM, Microsoft, Apple, Google, Facebook, tout ça qui a explosé en capitalisation pendant toutes ces années. Et là, on part dans une nouvelle révolution, c'est l'ère IA, l'intelligence artificielle. Voilà, c'est maintenant le prochain pôle de croissance, on va dire. Vous voyez ? Et donc voilà, directement, juste après la chute de vendredi de Nvidia, qui était plutôt forte, eh bien, on a toutes les banques et on a les analystes qui conseillent de se positionner dessus. Donc, c'est parfait. Après, on a une autre action où là, ça se passe moins bien, surtout Tesla. Tesla qui ne cesse de chuter, Tesla qui chute de 4%. Et Li Auto, qui est une marque de véhicules électriques chinoise, qui chute de 8%. En ce moment, c'est pas bon d'être dans les véhicules électriques ou de parier sur les véhicules électriques avec les taux d'intérêt qui sont très élevés. Les particuliers, les emprunteurs, les gens ne peuvent pas emprunter pour acheter ces voitures. Voilà, il y a une baisse de la demande sur les véhicules électriques et Tesla prend très très cher en ce moment. Donc voilà, faudra repasser, hein. Tesla représente une opportunité d'achat, mais je ne jouerai pas cette opportunité personnellement tout de suite, même si je sais, j'ai des amis qui se sont placés, voilà, j'ai des gens qui en parlent, c'est bien baissé, donc ce serait le moment de rentrer. Mais pour moi, Tesla ne va pas apporter cette valeur tout de suite. Les ventes vont être en berne encore un bon bout de temps, voire jusqu'en 2025, donc je ne pense pas qu'ils vont réaliser des bénéfices tout de suite, et pour moi, c'est pas l'heure de rentrer. Je reste concentré sur l'intelligence artificielle. Donc, il faudra repasser pour moi, en tout cas pour Tesla. Donc, après, à chacun d'évaluer l'action. Maintenant, donc voilà, regardez le cours de l'action. C'est encore aujourd'hui une chute libre, hein. Chute libre pour Tesla. Maintenant, les problèmes de Tesla, qu'est-ce que c'est? Tesla est dans l'œil du cyclone, hein. L'entreprise, donc, a viré 10% de son personnel. 2 cadres clés viennent de démissionner. C'est pour ça, hein, que l'action a chuté aujourd'hui. C'est principalement 2 vice-présidents qui ont démissionné. On a 4000 Cybertruck. Vous savez, le Cybertruck, la voiture un peu futuriste, qui ont été rappelés, hein. 4000 véhicules Cybertruck qui ont été rappelés suite à un défaut sur la pédale. Et ensuite, on a aussi le problème de rémunération d'Elon Musk qui est suspendu. Donc Tesla demande à ses actionnaires si Elon Musk mérite bien, on va dire, sa rémunération. Donc tout ça, ça joue sur l'action Tesla, ça pèse sur l'action Tesla et Tesla qui continue sa descente aux enfers.
Donc Tesla qui fait partie des 7 magnifiques, hein, ce qu'on appelle les 7 actions magnifiques, les 7 plus belles actions en bourse, ou plus belles entreprises. Mais là, Tesla est en train de décrocher des 7 magnifiques là. Mais voilà, c'est Tesla, c'est pas n'importe quelle entreprise. Ils peuvent se reprendre sur une année comme ça, peut-être en 2025, ça peut remonter à la vitesse de l'éclair. Faut jamais enterrer Tesla, derrière c'est Elon Musk. Donc, il faudra repasser simplement. En tout cas, Elon Musk qui a des projets encore pour Tesla. Elon Musk a confirmé qu'une intégration de Grok qui est le chatbot d'intelligence artificielle sur X, anciennement Twitter. Vous avez Grok qui agit en temps réel, hein, qui vous donne des temps-réponses, des réponses liées à l'actualité en temps réel sur X, en tout cas mise à jour, tout ça. Contrairement aux autres qui ont des données arrêtées. Grok là, c'est bien plus... et en plus, l'intelligence artificielle Grok a une sorte de sens de l'humour. En fait, dans ses réponses, tout ça, il y a de l'humour et tout ça. Donc, c'est limite presque comme un humain. Et voilà. Eh bien, bah, Elon Musk va intégrer Grok dans les Tesla. Donc, à partir de votre véhicule Tesla, vous pourrez commander à partir d'une commande vocale, faire appel à Grok à l'intelligence artificielle pour que vous posez des questions et qu'il vous réponde tout ça. Donc, ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal, intégré au Tesla. Ça peut mettre ça peut être un bon argument, ça, pour les ventes de véhicules Tesla. Donc on verra ça. Après, X qui la plateforme où je suis là, où je vous présente l'actualité, c'est là où il y a la majorité des actualités récentes. Bah, X va devenir une banque à part entière. Et là, X Payment, donc la branche de paiement de X, anciennement Twitter, a des licences quasiment partout aux États-Unis. Hein. Vous pouvez le voir. Partout où il y a un X là, c'est tous les États où X a obtenu la licence pour opérer en tant que banque. Vous voyez? Donc X va devenir une application à tout faire. Là, ils se concentrent sur les paiements. En plus que c'est un réseau social de tweets. Ensuite, peut-être qu'ils essaieront de concurrencer voilà, les autres réseaux sociaux. Mais voilà, maintenant, ils veulent devenir une banque aussi. Donc, on verra si ça le fait ou pas. Après, ça, c'est essentiellement aux États-Unis. Donc voilà, Elon Musk a des plans et une vision très très large, hein, très très poussée. Donc avec ses robots, ses futurs véhicules, ses futurs modèles, les robots taxis, les superchargeurs, il y a plein de choses chez Elon Musk. Voilà. Donc maintenant, pour la semaine, donc on était lundi, il n'y a pas eu spécialement de grosses choses, mais ça commence demain pour les résultats. Et justement, c'est peut-être pour ça aussi que l'action Tesla a chuté. Les investisseurs anticipent des mauvais résultats de Tesla. Et les investisseurs donc anticipent et ont vendu en masse Tesla. Ici, regardez, vous avez déjà 4 grosses entreprises. Parmi, voilà, hein, mardi, là, vous avez même Spotify, tout ça. Mais là, les 4 gros, UPS, Visa, Tesla, General Motors, c'est eux qu'on va surveiller dans les résultats pour la journée d'aujourd'hui, là, de mardi. Moi, il est 1h du matin à l'heure où j'enregistre. Donc, voilà, vous avez ces 4 entreprises pour la journée de mardi, ici. Et donc, après, nous, ce qu'on attend surtout dans les 4, c'est Tesla. Tesla, un peu Visa aussi et UPS pour regarder la consommation américaine et l'état de santé de la consommation américaine. Voilà. Sinon, demain, c'est surtout Meta qui va intéresser. Meta, maison mère de Facebook. Et ensuite, jeudi, ça sera Microsoft et Alphabet Google. Vous voyez? Et peut-être Intel aussi. Donc voilà. Donc on verra ça. Là, on attend Tesla demain soir. Enfin, ce soir en tout cas. Enfin, voilà. Comme je vais poster la vidéo à 8h du mat'. Donc Tesla sera très important à surveiller. Et c'est Tesla qui peut mettre un coup au moral au marché. Donc on va voir ça. Voilà. En espérant que ce ne soit pas trop catastrophique. En Europe, rebond en vue. À l'ouverture, donc l'Europe a bien rebondi. Hein. Les marchés se sont déjà clôturés. Mais avait démarré avec un rebond. Et les craintes géopolitiques donc s'estompent. Hein. Le conflit là, Iran-Israël, s'est estompé. Et on dirait qu'on revient à une accalmie. Vous voyez? Donc Israël n'a pas envenimé la chose. Et donc les marchés se reprennent grâce à cela. C'est la principale raison de pourquoi les marchés se sont repris. Donc on a les actions donc européennes qui clôturent donc finalement en hausse. L'indice FTSE anglais, là, le FTSE 100, gagne 1,6% pour atteindre un record de clôture. Donc les indices sont encore au plus haut. Même en Europe, tout se passe bien. Vous voyez? Donc tout se passe bien de ce côté-là. Maintenant, n'oubliez pas,
Là, on est en Europe et est-ce assez acceptable là, que l'euro ait perdu la moitié de son pouvoir d'achat depuis que la BCE a été créée. Vous voyez, aux frais du contribuable européen pour mission de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro. Donc c'est vrai que depuis qu'on a eu la Banque centrale européenne, l'euro ne cesse de s'effondrer, mais il n'y a pas que l'euro. Toutes les devises s'effondrent. Le dollar, le yuan, voilà. Vous allez voir que la Chine, eux, achètent de l'or parce que leur monnaie s'effondre. Toutes les devises s'effondrent parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de réimprimer de l'argent avec toutes voilà, les plans d'aide, les plans, voilà, les déblocages, les fonds d'urgence. Voilà. Ils sont obligés de réimprimer pour soutenir l'économie. Donc, on est dans une sorte de Ponzi et toutes les devises se dévaluent. Là, c'est unanime. Et l'euro prend très cher, en tout cas bien plus cher que les autres. Donc voilà, catastrophe hein, pour l'euro. En Europe, en tout cas, on a Florian Philippot là qui tweet, qui va être convoqué. Hein. Je suis convoqué comme partie civile le 17 mai au tribunal de Liège, donc en Belgique, dans l'affaire du Pfizer-Gate de Ursula von der Leyen, qui cache des SMS avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Apparemment des SMS qui pourraient nuire à son poste. Hein. Voilà, parce que dans les SMS, certainement, elle dévoile des choses pas très académiques ou comment elle a manipulé le monde ou des choses comme ça. Et elle se bat pour cacher ces SMS. Et là, Florian Philippot, qui ne lâche pas cette affaire, a porté plainte. Hein. Florian Philippot contre voilà, Ursula pour qu'il dévoile ces SMS. Qui pourrait compromettre hein, Ursula von der Leyen. Et là, Philippot est convoqué. Et Ursula von der Leyen a pris un avocat, parce que j'ai regardé la vidéo de Philippot. Elle a pris un avocat, l'avocat a contacté Philippot pour savoir ce qu'il en était. Et Philippot lui a bien signifié à l'avocat qu'il serait bien présent au tribunal et pour tenter de mettre ces SMS en lumière. Et en plus, apparemment, le juge de cette affaire est très strict hein, et a fait tomber des têtes. Des grosses têtes. Donc là, Ursula von der Leyen là, va devoir sortir le chéquier là, et pour essayer d'effacer tout ça. Parce que là, elle est dans le pétrin. Et, apparemment, les SMS sont très compromettants. Donc je pense que dans ces SMS là, on va connaître tous les secrets et toutes les manigances qu'ils ont fait par rapport au Covid, tout ça. Donc voilà, en attendant... bon, le Covid est passé, mais en tout cas, bon, la pénurie de médicaments s'étend en France. Donc la France qui devient de plus en plus, qui se tiers-mondise un peu de plus en plus, où il y a de moins en moins d'argent. Il y a 5 ou 6 ans, toute la presse française affirmait que le Brexit plongeait le Royaume-Uni dans une effroyable pénurie de médicaments. En réalité, c'est dans l'UE et en France que cette pénurie sévit. Et donc là, voilà, il y a un article qui parle que il y a des pénuries insupportables en France. Donc voilà. Le déclin. Maintenant, voilà. Israël s'est calmé face à l'Iran, n'a pas répondu face à l'Iran, mais Israël continue de bombarder Gaza et la Palestine. Et là, vous le voyez, hein, regardez l'explosion ici. Ça, c'est au sud de Gaza, apparemment. Les frappes, c'était sur Rafah, dans le sud de Gaza, en Palestine. Et ça, c'était hier. Hein. Donc, c'est récent. Voilà. Mais après, les marchés ont globalement... voilà, englobé, on va dire, cette information là que Israël bombarde Gaza, ça fait plus paniquer les marchés, parce qu'on va dire les marchés sont habitués, les investisseurs sont habitués à voir ce genre de scène. Donc voilà, c'était plutôt que la peur était plutôt face à l'Iran. Si Israël s'engageait face à l'Iran, surtout que l'Iran était déterminé, là ça pouvait créer des problèmes là. Donc voilà, en tout cas, on a le chef du renseignement militaire israélien qui démissionne, hein, invoquant les échecs de l'attaque du 7 octobre. Vous voyez ? Donc là, on a déjà un haut chef du renseignement militaire. Donc là, c'est un problème pour Israël. On a toute la population en Israël, des gigantesques manifestations pour la démission de Netanyahou. Donc je pense pas que Israël veuille de tout ça, là, de cette guerre, de ces choses-là. Là. Donc bon, en tout cas, voilà. Israël voit des démissions et là d'un chef. Donc on va voir comment ils vont réagir. Je pense qu'ils vont se remettre, hein, ils vont faire avec. Donc on verra. En tout cas, grâce aux États-Unis, l'Ukraine doit maintenant pouvoir prouver qu'elle peut battre la Russie. Pourquoi il y a cet article-là? Parce que les États-Unis ont débloqué déjà 16 milliards pour Israël, dans le but que Israël continue sa chevauchée, ses bombardements
voilà, ou puisse se protéger en tout cas face à l'ennemi, face à l'Iran, tout ça. Et là, surtout, la Chambre des représentants américains a adopté, voilà, bon, avec un mois de retard, mais une aide de 61 milliards de dollars, vous voyez, pour l'Ukraine. 61 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De quoi permettre à l'Ukraine de tenir quelques mois en plus, puisque l'Ukraine, là, est au bord de la défaite. Vous voyez. Donc là, c'était critique pour l'Ukraine, mais là, avec toute cette aide, l'Ukraine va pouvoir repartir sur les bons rails et pouvoir encore faire quelques semaines ou quelques mois de guerre face à la Russie. Donc voilà, les États-Unis qui maintiennent sous respiration, on va dire, l'Ukraine. Donc la Russie, en tout cas, prévient que le monde est au bord d'un affrontement militaire direct entre puissances nucléaires. Donc pour les Russes, c'est voilà, on est au bord de cette guerre et ça peut être ça un affrontement qui peut être direct. Surtout que on sent que l'Europe, voilà, ici on a le premier ministre, le ministre hongrois des Affaires étrangères. Donc là, il s'appelle Szijjártó ici et c'est ce monsieur-là là. Et ce monsieur déclare, le ministre des Affaires étrangères hongrois, qu'en Europe et dans l'OTAN, on a des préparatifs en cours pour une sorte de guerre mondiale. Donc l'OTAN et l'Europe là se préparent comme s'ils allaient entrer en guerre mondiale. Vous voyez. Donc voilà. Donc un grand nombre de dirigeants des pays de l'OTAN souffrent de psychose de guerre et se sentent comme s'ils allaient en guerre contre la Fédération de Russie. Donc les dirigeants là, européens là, otaniens, en tout cas sont chauds bouillants là pour une guerre. On dirait qu'ils ont voilà, ils sont excités par rapport à ça. Donc très très risqué. Maintenant, on a ces menaces, même si la tension est redescendue entre Iran et Israël, l'Iran est très chaud aussi. Et l'Iran, là, réclame des armes nucléaires. Donc, vous voyez, l'Iran est désormais en mesure de procéder à un essai nucléaire. Donc, l'Iran est très, très chaud en ce moment. Ils sont pas en train de rigoler. Et je pense que c'est pour ça que Israël voilà, n'envenime pas les choses. Parce que là, l'Iran n'a pas l'air de rigoler avec Israël. Donc, on n'est pas très loin. Là, on invoque des armes nucléaires, que ce soit pour le conflit Russie-Ukraine, on sent qu'on n'est pas loin. Et là, Iran-Israël, on n'est plus très loin non plus de la guerre nucléaire. Donc, voilà, tant que ça, il faut que ça redescende tout ça. La menace est toujours là. En tout cas, l'OTAN de plus en plus dingue. La Pologne vient de se déclarer officiellement prête à accueillir des armes nucléaires américaines sur son territoire. Ouais. Là, c'est voilà, la Pologne, des armes nucléaires sur son territoire, alors que la Pologne est quasiment aux frontières de la Russie. Vous savez que la Russie n'aime pas ce genre de choses. C'est pour ça que la Russie avait mis une ligne rouge pour pas que l'OTAN s'élargisse jusqu'en Ukraine. Mais ils n'ont pas écouté, ils se sont quand même élargis et ils cherchent à poser des bases militaires aux portes de la Russie. Vous voyez, c'est ce qui a envenimé, qui a engendré cette guerre-là. Et là, on a la Pologne qui se prépare à accueillir justement ces armes nucléaires américaines. Petit à petit, les Américains, en même temps qu'ils affaiblissent les Européens, et voilà, et la Russie, petit à petit, ils placent leurs pions, leurs armes, voilà. Parce que les Américains, ce qui leur intéresse, c'est la Russie et la Chine. C'est d'affaiblir leur rivaux principal. Et là, petit à petit, ils plantent leurs graines, on va dire. Et là, des bases militaires. Donc là, des bases nucléaires, parce qu'on sait que c'est aux États-Unis, voilà, tout ça, c'est aux Américains. Donc, ça va envenimer les choses, encore une fois. On verra. En tout cas, la Russie, elle, dans ce conflit, a réussi à capturer la version la plus puissante du char européen. Oui, les forces russes ont réussi à capturer un char Léopard 2A16. Donc là, ça, c'est énorme. Un char de guerre comme ça, ils ont réussi à s'accaparer ça. Donc le char Léopard 2A6 est supérieur à la plupart des chars européens, à l'exception de certains modèles Léopard 2A7 de dernière génération. Donc voilà, la Russie a récupéré une grosse arme, un gros tank là, une grosse arme, un char carrément. Maintenant, voilà, les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record en 2023, après un bond de 7% selon un rapport. Donc vous voyez que les États, surtout en Europe, ils dépensent sans compter pour le réarmement militaire. Ça fait les affaires des Américains. Vous voyez, c'est pour ça que je pense que les États-Unis, ils débloquent pas comme ça 61 milliards pour l'Ukraine, comme ça, comme cadeau. Pour moi, les Américains en ont rien à faire des Ukrainiens. C'est juste qu'ils ont des intérêts à affaiblir la Russie.
Ce qui n'est pas le cas, hein, parce que la Russie va connaître une meilleure croissance qu'eux, on va revenir dans un instant. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains s'en mettent plein les poches avec l'armement, tout ça. Et donc, ça, c'est à leur avantage. Ils s'en mettent plein les poches. Je sais pas si ça dépasse l'aide qu'ils donnent. Mais en tout cas, ils ont des intérêts parce qu'ils affaiblissent considérablement l'ennemi. Et l'ennemi est obligé d'investir et de perdre beaucoup de puissance, d'argent pour se réarmer, tout ça. Donc les Américains se font un malin plaisir à vendre leurs armes en même temps. En tout cas, voilà. C'est certainement un nouveau succès pour Bruno Le Maire, qui lui avait dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Eh bien, la nouvelle, c'est que le PIB russe va croître plus vite que celui des États-Unis et de la zone euro. Donc voilà, le génie Bruno Le Maire qui avait dit qu'il mettrait l'économie russe à genoux, bah, l'économie russe va progresser plus vite que l'Europe et dont la France et même les États-Unis dans les mois et les années à venir. Donc voilà. La croissance russe va dépasser celle des grandes puissances cette année. Voilà les conséquences de tout ça. Les vraies victimes dans tout ça, c'est l'Europe. L'Europe qui, elle, va s'affaiblir et perdre. C'est elle qui va tout perdre. Qui va complètement être en déclin et s'affaiblir économiquement. Mais pas la Russie. En tout cas, regardez. L'Ukraine qui a encore emprunté 61 milliards pour continuer la guerre et donc créer encore plus de morts. Voilà, là, c'est une allée remplie de tombes de soldats ukrainiens. Voilà les conséquences de ça. Mais Zelensky est borné et il continue à emprunter pour financer sa guerre. Vous voyez, dont 16 milliards qui ont disparu, hein, je le rappelle. Donc voilà, tout ça, c'est une gigantesque allée de morts ukrainiens. Voilà les conséquences. Mais ils veulent continuer dans ça. Les Américains qui déversent de l'argent, pour eux, c'est entre guillemets pour protéger l'Ukraine, mais pour qu'il n'y ait plus de morts, il faudrait revenir surtout à la table des négociations au lieu de financer et de réarmer l'Ukraine. Vous voyez? Donc tout le monde le sait, hein, il n'y a pas besoin de d'être voilà, tout le monde le sait. En tout cas, dans l'autre camp, la Russie et la Chine ont presque complètement cessé d'utiliser le dollar américain pour leurs échanges commerciaux mutuels, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Donc là, voilà, petit à petit, le dollar est de moins en moins utilisé. La force américaine va s'estomper sur le temps. Pas tout de suite, hein, mais sur le temps. En tout cas, voilà, que ce soit la Chine ou la Russie, tous les pays ont encore des années de retard sur les États-Unis. Les États-Unis restent les maîtres du monde, hein. C'est eux qui sont en avance technologiquement. On voit, hein, sur l'intelligence artificielle, ils ont la main mise sur la cryptographie. C'est eux qui régissent les règles, la réglementation, tout ça. Les États-Unis ont un vrai coup d'avance, en tout cas financièrement, tout ça. Mais la Chine rattrape son retard, mais il y a encore des années. Et là même, là ils disent, cet article c'est surtout sur les puces révolutionnaires de Huawei. Déclare Raimondo, qui est ici la secrétaire américaine au commerce. Elle déclare que les Chinois sont même trop en retard. Même si les Chinois, avec leurs puces, là, Huawei, ont réussi à eux-mêmes à faire la 5G, à proposer la 5G, tout ça, ils ont quand même beaucoup de retard. Et pour le coup, elle a raison. Les États-Unis sont encore trop en avance, que ce soit économiquement, tout ça. Mais petit à petit, les Chinois et les Russes se donnent un siècle quasiment pour renverser tout ça. C'est leur mission et ils ont une stratégie sur le long terme, dans le but de petit à petit sur le temps, voilà, estomper la dominance américaine. Donc on verra ça sur le temps. Maintenant, la Chine, elle, achète encore 200 tonnes d'or en mars. Donc ce mois-là, la Chine a encore acheté 200 tonnes d'or. Mais pourquoi? En fait, c'est pour se couvrir, comme je vous l'ai dit, d'une dévaluation du yuan. Parce que les Chinois font tout pour maintenir leur yuan, leur monnaie, pour qu'elle soit bien compétitive face au dollar. Mais toutes les devises s'écroulent. Même le dollar, même l'euro, hein. Toutes les devises finissent par s'écrouler avec toute cette impression, avec ce Ponzi. Et là, la Chine, elle, pour maintenir tout ça, ou se protéger, achète de l'or au cas où. Au cas où leur monnaie imploserait ou perdrait de la force. Ouais. Donc, ils prennent des précautions. Maintenant, dans le reste des actualités, à Dubaï, il faut quand même le souligner, hein, le PDG d'Emirates qui présente ses excuses après le chaos provoqué par les inondations à Dubaï. Et dit que la compagnie aérienne a 30 000 valises à restituer. Vous voyez, énormément de valises perdues. Enfin, c'est le bordel là, dans l'aéroport à Dubaï. C'est suite aux inondations, hein. Donc l'eau n'a nulle part où aller. Les inondations à Dubaï montrent que le monde échoue à grand drainage lié au changement climatique. Voilà, Dubaï est sous les inondations.
Ils ont construit des robinets en or. Ils se veulent un pays très bling bling et classe, mais bah, ils ont oublié de mettre des égouts dans leur ville. Et donc voilà, c'est un sacré bordel. Ça a créé des bordels aussi à l'aéroport, tout ça. Donc voilà. Ils vont se rattraper, Dubaï, hein. Ils vont faire ce qu'il faut, mais là, ils se sont bien fait avoir par les inondations. En tout cas, on va passer aux crypto. Et Dubaï qui reste l'un des pays voilà, les plus attractifs du moment et les plus modernes, hein, surtout, avec l'Arabie Saoudite qui arrive. Mais voilà, les Émirats Arabes Unis sont en tête du Moyen-Orient en matière d'adoption de la cryptographie, avec 72% des utilisateurs locaux investissant dans Bitcoin. Donc voilà, hein, c'est pas une surprise. Dubaï, l'un des pays les plus modernes. Voilà, toujours des nouveautés. Ils sont dans la modernité, dans l'innovation. Bah, c'est pas étonnant qu'ils soient à la tête de l'adoption de la cryptographie au Moyen-Orient. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, pour la bourse, bah justement, la bourse veut faire comme les cryptos. Vous savez que les cryptos, les marchés cryptos ne sont jamais fermés, hein. C'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour les négociations, hein, des actifs cryptos. Bah, la bourse, le New York Stock Exchange veut faire pareil. Et ici, la bourse de New York considère de rester ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en fait, des marchés ouverts quasiment tout le temps, en fait, qui ne s'arrêtent jamais, pour faire un peu comme la cryptographie. Donc on verra si ça sera le cas. Mais voilà, ils trouvent que la bourse perd trop. Et en fait, ils aimeraient bien qu'il y ait des négociations de nuit et le week-end pour toujours faire plus d'argent. Des frais en plus d'argent. Donc voilà, c'est une théorie qui est en train d'être étudiée. Donc on verra si Wall Street va tourner maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme la crypto. On verra ça. En tout cas, aux États-Unis, on a le Sénat américain qui a proposé un impôt sur la fortune de 1% sur les avoirs en Bitcoin dépassant 500 000 dollars. Vous voyez? Donc tous ceux qui possèdent plus de 500 000 dollars en Bitcoin devront payer un impôt sur la fortune. Voilà. Les riches sont taxés encore ici. Donc le document officiel qui dit ça. Voilà. Donc on verra si ils le mettront en place ou pas. Maintenant, il y a une affaire qui est de dernière minute, hein. Là, je viens de sélectionner ces articles. On a plusieurs avocats de la SEC qui démissionnent après qu'un juge fédéral a sanctionné l'agence pour fausses déclarations et abus de pouvoir dans une affaire de cryptographie. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. La SEC est en difficulté et a perdu 2 avocats. Donc la SEC, plus la SEC perd de la force, et mieux c'est pour la cryptographie. Voilà. Et plus ils vont peut-être céder face à la cryptographie. Et là, c'est une question en plus d'abus de pouvoir. Donc la SEC là est en difficulté parce qu'ils ont trop abusé de leur position. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, on a deux avocats de la SEC américaine qui ont démissionné suite à la sanction reçue par le régulateur pour abus de pouvoir flagrant dans l'affaire qui oppose au projet crypto DebBox. Donc dans cette affaire-là, en fait, les juges ont reconnu que la SEC avait trop de pouvoir dans tout ça. Et donc là, on a 2 avocats qui ont laissé tomber et qui ont démissionné par rapport à cette affaire. Et donc ça met la SEC en difficulté. Donc ça, pour moi, c'est bon à prendre. Tant que la SEC s'affaiblit, c'est toujours bon à prendre. Donc ici, voilà, hein. Rupture, les avocats de la SEC concernés de démissionner pour abus de pouvoir brut dans l'affaire crypto. Le juge fédéral, donc Robert Shelby, a sanctionné la SEC pour abus de pouvoir flagrant dans le traitement de l'affaire de cryptographie Deadbox, critiquant les actions de l'agence, donc la SEC, pour avoir porté atteinte à l'intégrité judiciaire avec de fausses déclarations et de fausses déclarations. Les avocats de la SEC, Michael Welch et Joseph Watkins, ont démissionné après avoir été informés qu'ils seraient licenciés pour leur gestion de l'affaire. Vous voyez, qui implique des accusations de fraude de 49 millions de dollars par Digital Licensing. Donc voilà, hein, 2 avocats démissionnent après qu'ils ont été informés qu'ils seraient licenciés dans cette affaire qui implique des accusations de fraude. Apparemment, ils ont fraudé tout ça. Donc là, sacré pépin pour la SEC, tant mieux, hein. Et ça va peut-être alimenter la crypto. On va y aller voir les prix de la crypto. En tout cas, Grayscale qui a son ETF là qui envisage les frais les plus faibles, hein, du marché pour son ETF Bitcoin Mini Trust avec 0,15%. Donc je ne sais pas si c'est un ETF spot Bitcoin ou si c'est un autre ETF, mais les frais de Grayscale vont être très faibles.
Et moi, Grayscale, je pense que ça va être un futur mastodonte, hein, un géant institutionnel de la cryptographie. Et je pense que ça va, eux, ça va bien marcher pour eux. Donc voilà, ils placent des frais faibles, tant mieux, hein, ça va encore alimenter plus d'achats, tout ça. Plus les frais sont faibles et plus les gens vont rentrer sur le marché. Donc c'est tant mieux. Plus il va y avoir d'achats crypto. Donc, aussi aux États-Unis, on a la promesse de Robert Kennedy, le candidat aux élections présidentielles américaines. Bon, on sait qu'il a quasiment aucune chance. Le duel, il est entre Trump et Biden. Mais Kennedy promet, hein, de tout faire passer sur la blockchain. Vous voyez. En fait, il promet de faire passer toute la finance sur la blockchain. Donc ça, c'est énorme. Cette démarche vise à accroître la transparence et instaurer une surveillance publique constante des dépenses du gouvernement. Donc tout ce qui concerne le gouvernement, il veut tout faire tracer ça par la blockchain, par le Web 3. Donc c'est énorme, hein. Là, il dit, hein, il le déclare, c'est dans cette conférence, ici, là, vous le voyez. Donc je vais mettre tout le budget américain sur la blockchain. Vous voyez ça? Ce serait énorme. Un gros coup de pouce. Mais bien sûr, malheureusement, c'est lui qui promet ça. Malheureusement, il n'a aucune chance quasiment de gagner, ou très peu. Les chances sont plutôt du côté de Donald Trump, même si Donald Trump est dans des affaires judiciaires là. Donc c'est dommage. Mais Kennedy est un friand et partisan complet du Web3, de la blockchain, de la crypto. Donc j'espère que le prochain président aura cette inspiration de faire passer tout le budget américain sur la blockchain. Nous allons avoir 300 millions de globes oculaires sur notre budget. Ce qui dit, bon, en tout cas, c'est une bonne inspiration. On espère que ça va donner des idées au futur président, soit Donald Trump, soit Joe Biden. Donc voilà, les mineurs de Bitcoin qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Voilà, vous savez, ceux qui minent là, les gros centres, là, les marathons digital, Riot, ils vont se baser sur l'intelligence artificielle pour trouver des solutions pour toujours miner et avoir des meilleurs revenus, tout ça. Donc voilà, l'intelligence artificielle, encore une fois, ça touche même la cryptographie. C'est parfait. On verra ça. Et là, les actions en bourse liées au minage sont en train d'exploser. En plus 16% là pour Marathon et Riot. Donc là, ça tourne à plein régime. Là, la valeur est forte puisqu'on vient d'avoir la réduction de moitié. Et plus que jamais, on a besoin de ces entreprises pour nous aider à créer toujours plus de Bitcoin. Donc moi, je savais que ça allait prendre. J'avais plus de cash, mais si j'aurais eu du cash, j'aurais investi parce que je savais qu'ils allaient beaucoup prendre. Donc voilà, alors où en est que la crypto? Voilà, Bitcoin qui remonte bien, 67K. Donc voilà, on se rapproche une nouvelle fois des 70K. Le Bitcoin est fort, est très solide. Vous voyez, la patience paye. Il était redescendu à 59 000 et là, il est rapidement remonté à 67 000. Donc tout se passe bien, Tao qui remonte, parfait. Voilà, Bitcoin, Solana qui reprend aussi des forces. Tout va bien. Et donc, allons voir tout ça. Ici, regardez, hein, des corrections. Donc, c'est un rappel, hein, des corrections de 20% au cours du marché haussier de Bitcoin sont la nouvelle norme. Donc maintenant, quand vous voyez le Bitcoin ou les altcoins surtout corrigés de 20%, dites-vous que c'est la normalité, que c'est rien. C'est la nouvelle norme, c'est comme ça. Surtout là, on est dans un marché haussier. Et là, j'ai titré, hein, on est sur la deuxième partie de la hausse. Quand vous voyez des corrections de 20%, dites-vous que c'est rien, c'est juste une prise de bénéfice. C'est la normalité. Juste pour que vous sachiez. Maintenant, regardez, hein, au niveau des RSI, le MVRZ Score a de nouveau connu une pause à mi-cycle entre 2 et 3. Et je pense que le refroidissement du mois dernier a été très sain et similaire au cycle précédent. Donc regardez bien, les images parlent plus que les mots. Regardez, à chaque fois qu'on est dans cette phase-là, dans la zone jaune là, on atteint des petits pics de refroidissement là. Vous voyez, et ensuite, en général, on retombe bien. Mais ensuite, on marque des grosses montagnes ensuite. Vous voyez, et donc peut-être que là, voilà, on est dans cette zone. Et on va un peu rechuter légèrement. Mais après, on va bien monter et créer des grosses pics. Et c'est ce qu'on attend. Donc voilà, ça coïncide bien. On a eu le halving, la réduction de moitié. Et donc, 1 ou 2 mois après, en général, ça retombe un peu. Et 2 mois après, 1 mois et demi, 2 mois après, là, ça explose complètement. Et là, on part pour ça. Là, on a eu la réduction de moitié au mois de mars, là. Et donc, ça va retomber peut-être avril. Ensuite, peut-être, et en mai, ça va reprendre et ça va exploser. C'est ce qui nous est pressenti. Donc, on va voir ça, hein. En tout cas, la crypto, c'est déjà repris, mais
Voilà, je pense que ça va stabiliser peut-être dans les 70K et peut-être redescendre les 60K. Mais voilà, on va être dans cette zone et ensuite on va exploser ça. Et on est parti pour la deuxième partie là, du bull run. On est prêt. Donc on va voir ça. Là, on est dans un scénario identique à février 2017. À droite, on a février 2017. Et regardez, à gauche, on fait la même chose. Donc ce qui est dessiné en jaune là, ici, c'est ce qu'on devrait faire si on fait comme février 2017. Donc c'est à gauche qu'on va peut-être répéter le même schéma que ce qui s'est passé à droite en février 2017. Là, vous voyez là, tout ça c'était février 2024. Enfin avril. Là, en fait, ah d'accord, février, avril 2017. Ok, là maintenant c'est février, avril 2024. Et regardez, on fait exactement la même chose. Donc ce qui nous attend peut-être, c'est le même scénario qu'en 2017. Donc on verra, mais ça se rapproche bien. Donc voilà par rapport à ça. Alors, maintenant, voilà, toujours dans les prévisions. Voilà, c'est des charts. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais tel que nous est dessiné le chemin là, on est à peu près ici, là, dans les 66K, là où vous voyez du rouge ici. Mais là, il nous reste une dernière phase qui nous ramènerait peut-être jusqu'au 240K au plus haut, avant que ça rechute d'ici 2025. Moi, je pense qu'on va aller plus haut. Moi, je pense qu'on va aller chercher les 300K d'ici la fin du cycle. Mais on nous parle d'un haut là, d'une zone de 240 000 $ pour un plus haut à la fin du cycle. Donc là, on a fait la première moitié de la hausse. Là, maintenant, on va entrer dans la deuxième partie. Et c'est celle qui nous attend. Elle est imminente. Elle va peut-être démarrer dans un mois, peut-être, ou deux. Mais là, ça va décoller. Et d'ici cet été, je pense que ça va décoller. Donc on verra ça. Là, on a Geoff Kendrick, voilà, qui est le responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered. Donc Standard Chartered, c'est une banque américaine. Et là, il dit que le Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ d'ici la fin de l'année. Vous voyez? Donc d'ici fin de l'année, hein, c'est-à-dire en 2024, 150 000 $ déjà. Et je pense que ça va être vrai. Pour moi, à partir d'octobre, on sera quasiment à des plus hauts. D'ici Noël, entre octobre et Noël, c'est là qu'on va aller avoisiner ces prix-là. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc on verra ça. Voilà, même les analyses se mouillent, hein. En tout cas, en attendant, voilà, là, on a des shorts d'une valeur de 7 milliards 240 millions de Bitcoin qui seront liquidés si Bitcoin atteint un nouvel ATH. Donc si Bitcoin monte dans les 70K, 72, 73, et qu'il atteint un nouvel ATH, on va avoir énormément de gens qui vont se faire liquider. Des gens en fait qui ont parié à une grosse baisse du Bitcoin. Le Bitcoin est redescendu à 59 000, mais des gens ont parié que le Bitcoin allait chuter encore plus bas. Bah, si le Bitcoin remonte et va plus haut et touche son ATH, les gens vont se faire éliminer vont se faire liquider totalement. Et la totalité de tout ça, c'est plus de 7 milliards sur l'ensemble des gens qui vont se faire liquider. L'ensemble de la liquidité qui va se faire liquider, on parle de 7 milliards 240 millions de dollars. Vous voyez? Donc c'est énorme, hein. Et je pense que le marché va aller chercher son ATH pour voilà, épurer tout ça et liquider tout ça. Donc il y en a qui vont se faire éliminer, hein. Mais c'est ça, hein, le trading, les paris, comme ça, bah, à la fin, c'est la perte qui nous attend la plupart du temps. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on voit? Comme d'hab, hein, pendant que le Bitcoin fait son marché aussi et là, il range en ce moment, le Tether, là, qui est, on va dire, la liquidité sur le marché des cryptos. Le Tether, c'est une crypto qui réplique le cours du dollar. L'USDT, on appelle ça la crypto, c'est l'USDT. Et vous voyez que, regardez, en orange, là, c'est la courbe de l'USDT. Vous voyez que la liquidité fait que d'augmenter, hein. Là, et quand on regarde combien vaut le Tether, ici l'USDT, on peut voir que l'USDT est à 109 milliards de capitalisation. Les 109 milliards, c'est ce qui représente l'ensemble des liquidités. Il n'y a même pas un an ou deux, je m'en souviens, il était à 80 milliards. Donc il ne cesse d'avoir des nouveaux USDT qui sont créés, en fait. Des nouvelles cryptos qui sont créées pour la liquidité, pour la blockchain. Et là, voilà, elle est toujours plus forte. Et donc voilà, hein, la liquidité fait que d'augmenter. Vous voyez? Donc là, aussi, regardez, la compagnie pétrolière publique vénézuélienne prévoit d'augmenter l'utilisation de l'USDT dans ses transactions internationales en réponse aux sanctions imposées par les États-Unis. Donc les États-Unis ont imposé des sanctions, hein, au Venezuela, des sanctions peut-être en dollars, mais le Venezuela va
se refaire une santé par l'USDT, donc par des dollars, mais sur la blockchain. Vous voyez, par des cryptos, mais dollars. Donc, ils vont augmenter de ce côté-là. Ils vont se faire, en fait, vont récupérer de la liquidité sur la blockchain par l'USDT. Oui. Donc, l'USDT est très important. Et c'est de la liquidité que même les institutions, là où les États s'accaparent. Et donc, attention, parce que on ne sait pas si le monde de demain sera régi seulement en stablecoin, donc avec l'USDT, pour faire la passerelle et pour faire les transactions en liquide. Mais là, on a une étude du World Economic Forum qui révèle que 98% des banques centrales, donc c'est toutes les banques centrales quasiment du monde, qui s'intéressent aux CBDC. Les CBDC ou MNBC, monnaie numérique des banques centrales en français, c'est les monnaies des États, les monnaies numériques. Donc là, on a des monnaies qui sont avec pas très numériques, plutôt traditionnelles, avec des billets, des pièces, voilà, d'argent, enfin des pièces, des monnaies. Mais les États cherchent à faire passer tout ça en mode numérique. Et les États veulent créer en fait des devises numériques à travers ce qu'on appelle des CBDC pour voilà, qu'on paye tout de manière numériquement. Ça va leur permettre de nous tracer encore plus. Donc les CBDC n'ont pas une très belle cote, hein. Quand on cherche à avoir la cote des CBDC, personne n'en veut. Surtout, même l'État américain, on a beaucoup de partisans qui sont contre les CBDC. Mais les États cherchent toujours à créer ça. Et on va voir si les CBDC se feront partie intégrante de nos moyens de transaction plus tard. Ici, en tout cas, regardez Solana. Encore un tour sur Solana, parce que Solana repart de plus belle, hein. Ici, regardez, les pièces stables émises sur le réseau Solana ont dépassé 3 milliards de dollars américains. Et félicitations pour Circle qui a franchi la barre d'émission des 2 milliards pour l'USDC sur Solana. Donc, sur l'entièreté des stablecoins, donc la liquidité, hein, sur le réseau Solana, on a dépassé 3 milliards de liquidité. Énorme. Donc ça prouve l'impact et comment le réseau Solana est utilisé. Donc Solana, voilà, et rien qu'en USDC, parce que Solana, le stablecoin natif du réseau Solana, c'est plutôt l'USDC de Circle et non l'USDT de Tether. C'est la liquidité de Circle qui vient sur le réseau Solana principalement. Vous voyez, et là, ça augmente, hein. On a dépassé les 3 milliards en totalité de stablecoins sur le réseau Solana. Donc il y a une forte liquidité sur le réseau. Solana, n'oublions pas, hein, qui tourne en moyenne à 1000 transactions par seconde. Voilà pourquoi ce réseau est largement plus utilisé que les autres blockchains actuellement. Solana domine partout, hein. Regardez, là, bon, on a encore une énième mise à jour. Le problème de Solana, c'est que le réseau est très rapide. Ouais, beaucoup l'utilisent, mais le réseau plante. En fait, c'est comme si le réseau disjoncte. Tellement, il y a des... Voilà, ça va vite et tellement, voilà, il y a des transactions. Eh bien, le Solana a beaucoup de pannes de réseau, où en ce moment, c'est pas des pannes de réseau, le problème c'est une congestion. Et oui, même sur le réseau Solana, tellement le réseau est utilisé, il y a une congestion sur le réseau. Et là, Solana a déployé une mise à jour de son écosystème pour décongestionner son réseau. Parce que Solana a un modèle monolithique. Ils utilisent tout sur leur couche principale, contrairement à Ethereum. Ethereum, c'est plutôt modulaire ou avec plusieurs couches en dessous, pour désengorger le réseau principal, avec des layers 2, même des layers 3 sur Ethereum. Les layers 2, on parle de Optimism, Arbitrum, Polygon, tout ça, alors que Solana utilise tout sur sa seule couche principale. Donc c'est chacun sa stratégie, mais voilà, Solana commence à congestionner aussi. Donc voilà, Solana domine sur les NFT aussi, on passe certainement que des mêmes coins, tout ça, mais Solana domine sur la DeFi avec Jupiter, sur les NFT, voilà, et surtout à peu près. Ici, regardez, hein, là, un énorme projet, hein, d'écosystème Solana, c'est le projet Stephen, en fait, qui a révolutionné le fait de marcher ou courir pour gagner des cryptos. Plus vous courez, plus vous marchez, plus vous êtes récompensé en crypto avec les applications. À travers des applications, vous achetez des chaussures virtuelles et en fait, vous gardez ça sur vos téléphones vous tracent, et plus vous marchez ou vous courez avec vos téléphones, et plus vous allez gagner de la crypto GMT qui est du projet Stephen. Bah, Stephen, ce célèbre projet de running, on va dire, et en partenariat avec Adidas, la célèbre marque Adidas. Et là, voilà, ils ont créé des choses pour minter tout ça avec Adidas. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, voilà, Stephen X Adidas. Je sais pas s'il l'avait mis, mais voilà. Vous voyez,
Ralph le Mint. Donc Adidas rentre dans la crypto à travers ce projet. Et là, vous voyez que là, Stephen, ça fait partie des nombreux énormes projets de l'écosystème Solana. Et là, le problème, c'est que on a le YouTuber très connu, hein, Yiril. Je vais essayer de vous le mettre. Yiril Crypto. Je vais vous montrer sa tête. Très bon YouTuber. Hein. Et là, il vient de faire cette vidéo là, Yiril. C'est lui là, ce jeune. Vous voyez. Et il vient de faire cette vidéo là qui date d'il y a un jour. Vous voyez. Et il m'a surpris parce qu'il a dit que le défaut de Solana, c'était qu'il n'y avait pas... comment dire, le problème de Solana, c'est qu'il n'y avait pas de gros projets encore sur son écosystème. Et que Solana fonctionnait que par les mêmes coins. C'est totalement faux. Les plus gros... Solana a d'énormes projets hein, dans son écosystème. Vous avez Render Network, vous avez Helium, vous avez Teleport qui est comme le Uber décentralisé. Vous avez Hivemapper qui est comme le Google Maps décentralisé. Vous avez, voilà, ça c'est les plus gros projets. Le plus gros projet de réseau télécom est sur Solana, de rendering, de rendu 3D. Vous avez Star Atlas, le plus gros projet gaming, triple A. C'est, voilà, énormément de gros projets dans l'écosystème Solana. Donc je comprends pas pourquoi il dit que c'est le défaut de Solana. Voilà, vous avez Stephen aussi, mais vous avez une foule d'énormes projets dans l'écosystème Solana. Donc je comprends pas. Maintenant, vous avez aussi Jupiter, tout ça. Donc voilà, et aussi tous les gros meme coins. Voilà, Bonk et tout ça, certes, mais voilà. Et vous avez Mad Lads, des énormes projets NFT, enfin voilà, aux collections NFT. Clay's Honor, Mad Lads. Vous avez Phantom, un énorme portefeuille wallet de l'écosystème Solana. Enfin, non, Solana est bon partout et a d'énormes projets. Donc je comprends pas Yiril sur ce coup-là. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, j'étais obligé de dénoncer. Encore un autre projet qui vient de naître sur l'écosystème Solana. Vous avez Only One ici. Le Only One, en fait, c'est le Only Fan sur l'écosystème Solana. Donc là, ce projet s'appelle Only One. Et là, en fait, c'est comme OnlyFans, mais sur Solana, qui lève près de 5 millions de dollars. Donc, OnlyOne a annoncé la clôture du cycle d'investissement stratégique de 1,3 million de dollars dirigé par Newman Group, portant un total des fonds levés à 4,8 millions de dollars afin de construire une plateforme de contenu pour adultes sur Solana. Donc, vous voyez, Solana a même maintenant un projet de contenu pour adultes, de films érotiques, tout ça, ou même pornographiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est voilà, avec Only One, encore un autre projet qui vient s'établir sur Solana. Et ça commence à en faire. Hein. Donc je vois pas pourquoi on dit que Solana, son défaut, c'est les projets. Il y a d'énormes projets qui sont sur Solana. Maintenant, c'est vrai que le volume des DEX a chuté hein, depuis la baisse de l'intérêt pour les mêmes coins. Depuis que les mêmes coins, la hype est retombée. Même si aujourd'hui, la hype est un peu repartie. Hein. On a PP qui surperforme le marché. Mais la hype des mêmes coins est retombée. Et la hype, c'est sur le réseau Solana qu'il y avait cette hype de memcoin. On avait plusieurs memcoins dans le réseau Solana qui explosaient. Vous voyez, les memcoins, c'est les crypto blagues là, à tête de chien. C'est des cryptos communautaires. Des gens créent ces projets-là et se font plein d'argent. Voilà. Et d'ailleurs, en période memcoin, on a Shiba Inu, l'un des memcoins les plus célèbres, hein, juste après le Dogecoin. Le plus gros projet memcoin, c'est le Shiba Inu, qui lève 12 millions de dollars. Grâce à ce financement, les équipes du memcoin comptent élaborer un layer 3 basé sur l'anonymat. Donc voilà, hein, on a des projets très sérieux, même à partir des memcoins. Là, Shiba compte lancer une layer 3 basée sur l'anonymat. Donc, pas mal. 12 millions sont débloqués pour cela. Maintenant, attention, hein, on a encore des hacks ici, là. Là, on a le projet Z Casino qui change ses plans et vole 33 millions de TH. Voilà, pour les déposer sur Lido. Il y a toujours des hacks. Hein. Ça ne change pas sur la blockchain. Donc, attention aux petits projets, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, et puis pour revenir sur Solana, là, et tous les mêmes coins qu'il y a eu, là, au cours des 12 derniers mois, enfin, au cours du dernier mois, 12 mêmes coins Solana lancés en prévente ont choisi de se retirer après avoir récolté plus de 180 650 sols. Donc vous voyez qu'il y a énormément de projets de memcoin qui sont partis avec l'argent, avec les fonds accumulés. C'est ce que révèle Jacques XBC là, qui déconseille tout investissement dans les projets lancés par ses fondateurs à l'avenir. J'éviterai tout projet futur lancé par ses fondateurs. Donc vous voyez cette bande de fondateurs là, Poki Panda, Rocky XBT, Pep Casso. En fait tous ces gars là,
En fait, créer des meme coins, ils ont cette capacité à créer des meme coins, à créer une hype. Et dès qu'il y a une communauté qui commence à se créer et énormément de fonds qui viennent sur ces projets-là, bah eux, ils clôturent ces projets, les meme coins, et ils se barrent avec la caisse. Vous voyez? Donc, attention aux meme coins. Vraiment, il y a des meme coins, là, les plus petits meme coins, essayez de les oublier. C'est vrai qu'il y a là pas du gain, mais la plupart vont flopper et ils vont partir avec la caisse et vont prendre votre argent et partir avec. Donc attention en tout cas à tout ça. Donc voilà. Et là, on a la Thaïlande qui envisage de bloquer les plateformes en crypto non autorisées, hein. Voilà, la SEC qui se prémunit, enfin la SEC thaïlandaise, on va dire, qui se protège et qui tout ce qui n'est pas autorisé ou pas régulé, c'est niet. Pas de plateforme voilà, crypto qui n'est pas régulée. Donc l'agence gouvernementale a déjà tenté une action en justice contre Binance, hein, et Bybit pour avoir opéré sans autorisation en Thaïlande. Donc la Thaïlande ne rigole pas, hein, avec les crypto-bourses qui ne sont pas enregistrées. Donc voilà, on en a fini. Là, seulement les altcoins, regardez, hein, on va repartir pour les altcoins. Ça semble aller du bon côté. Donc on va certainement faire à peu près ça et repartir à la hausse. Comme je vous l'ai dit, hein, d'ici un mois, le temps qu'il y a ce petit range là, peut-être d'ici quelques semaines, un mois, 2 mois, voire, mais on n'est plus très loin là. Donc voilà. Et sur le long terme, regardez, voilà, on est là. C'est la deuxième partie. Comme j'ai titré la vidéo, on part sur la deuxième partie là. On n'est plus très loin, ça va partir. Que ce soit pour le Bitcoin ou les altcoins. Parce que les altcoins, c'est toutes les cryptos en dehors du Bitcoin. Donc Ethereum, Solana et tout le reste, on les appelle les altcoins. Et donc les altcoins vont décoller encore pour la deuxième partie du bull run. Donc voilà, on est prêt pour la deuxième partie. On sent que là, on s'est rétabli. Là, on risque de peut-être ranger un peu ou rechuter légèrement. Mais pour moi, d'ici 1 ou 2 mois, on va repartir à fond. Donc ça, c'est mon avis. Et là, les marchés boursiers qui se sont repris, voilà, les marchés qui ont globalement intégré le fait que les taux d'intérêt vont rester à ces niveaux encore plus longtemps que prévu, voire peut-être toute l'année encore 2024. Donc ça, c'est encaissé. Et aussi, la tension a baissé là, dans le conflit. Donc voilà, il semblerait que sur les marchés, ça va se reprendre un peu. On va reconnaître un peu de hausse pour les cryptos et la bourse avant peut-être de chuter plus tard. Mais là, ça sent bon là pour les prochains jours. Maintenant, n'oubliez pas, hein, on est en pleine saison des résultats. Dès demain, les chiffres de Tesla pourraient faire très mal au marché. Donc attention, le marché va retenir son souffle. Et c'est pour ça que Tesla a pas mal chuté. Donc on attend ça. Et ensuite, mercredi, Meta de Facebook. Jeudi, vendredi, Microsoft et Google. Donc on attend ces résultats et on verra. Donc voilà pour tout ça. Donc attention à Tesla, hein. Elon Musk a de quoi s'inquiéter. Demain, c'est le jour de Tesla. Enfin, ce soir, on va dire, à l'heure où vous allez regarder la vidéo, dans la soirée du mardi, là, on va avoir Tesla. Donc on reste sur ça. Et moi, je vous donne rendez-vous plus tard pour d'autres actualités. Donc on se tient au courant. En tout cas, force à nous, hein. Soyez prudents. Et là, peut-être que ça va sentir bon pour les marchés, mais on ne sait pas avec Tesla. Donc on reste sur le prudent et on observe en tout cas. Allez, à plus.